Bienvenue à Volcamp 2023. Je préfère dire comme ça parce que j'ai jamais compris si c'était la première, la deuxième, la troisième. Donc comme ça. J'ai vu avant que c'était pas très clair non plus, donc comme ça c'est plus simple. Je m'appelle Marc Chevaldonné, je travaille à l'université Clermont-Auvergne. Alors, je sais pas trop comment me présenter, alors j'aime pas trop parler de ma vie privée. Alors j'ai essayé de faire un truc plus simple. Donc voilà, je suis enseignant, j'aime bien enseigner, j'aime bien enseigner l'informatique, le dev, tout ça, je trouve ça sympa. Et j'aime bien quand il y a des étoiles dans les yeux de mes étudiants, je trouve que c'est assez agréable. Ils me le rendent souvent assez bien d'ailleurs. Et sinon, j'aime bien aussi faire du vélo. Bon, c'est mon truc, j'aime bien faire du vélo. Et comme ça me permet de préparer mes cours ou mes keynotes. Donc je pédale, je répète. Et puis vous verrez, ça donne pas toujours grand-chose, quoi. Sinon, j'aime bien mon chat, mais il m'empêche des fois de travailler. J'aime bien les vampires irlandais aussi, même quand il leur manque un bras à gauche. Et puis, je pense à Volcamp tous les jours quand je vais acheter mon pain. Voilà. Donc, merci Volcamp. Même si à cause d'eux, j'ai pas encore pu lire le tome 9 de The Expanse, mais je vais le chercher. Il est sorti cette semaine et j'attends que ça. Maintenant, je vais pouvoir dormir. Demain, j'attaque. Voilà. Bon, sinon, pourquoi je suis ici, je n'ai pas encore bien compris. En fait, j'étais à Devox en avril dernier, et puis on venait de regarder le stand de François Tonique sur les technosaures. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu ce qu'il a. Il y a des vieilles machines, c'est fantastique. Puis on parlait avec Michael Gervais qui m'a dit, mais c'est fantastique, je t'adore, je t'aime, tu sais plein de choses, tu devrais en parler à Volcamp. Et puis je l'ai écouté, mais quand j'ai commencé à préparer la conf mardi dernier, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû en fait. Mais bon, il fallait y penser avant. En tout cas, merci Michael. Alors, parler d'histoire de l'informatique, c'était un peu dur, je peux pas, j'ai essayé d'y réfléchir, j'ai fait un truc, ça durait une douzaine d'heures, donc je me suis dit qu'il fallait que je réduise, parce que je crois qu'on m'a donné que 3/4 d'heure. Alors finalement, je me suis dit, je vais parler du Xerox PARC, parce que c'est ma période préférée, et puis ça tenait toujours pas en moins de 3 heures, alors je me suis dit, je vais parler que de l'Alto. Voilà, donc je vais parler que de ça. Ça ira ? Bon. Donc l'Alto, vous connaissez tous l'Alto ? Vous en avez tous entendu parler ? C'est un ordinateur, c'est le premier ordinateur individuel. Alors je dis individuel pour pas dire PC, pour pas confondre, mais je trouve que c'est une machine fantastique. Vous voyez, il y a une souris, il y a une espèce de corset à gauche là, avec des touches noires qui permettaient de changer de mode. Et je voulais vous parler un petit peu de l'histoire de cette machine parce que je la trouve fantastique, surtout quand on la replace dans la chronologie de l'informatique. Alors je ne vais pas remonter jusqu'à la Pascaline, je sais que Christophe m'avait demandé de parler de Blaise Pascal, donc voilà, c'est fait, Blaise Pascal. Et donc j'ai tenu ma promesse, c'est bon. Et donc je vais vous parler de cette super machine. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais reprendre rapidement le quart de siècle de 60 à 85, enfin plutôt de 59 à 84. Et comme vous le savez déjà certainement tous, dans les années 60, les premières moitiés des années 60, c'est le transistor qui est arrivé, qui a permis de remplacer les tubes. Et on s'est retrouvé avec des machines qui fonctionnaient super bien, c'était super agréable, c'était des machines qui prenaient une pièce totale, avec des mémoires qui étaient faites en tore de ferrite, tout ça était tissé à la main pour pouvoir stocker les 0 et les 1. Et puis on pouvait aussi utiliser les tambours magnétiques, on mettait un fil magnétique dessus, super intéressant. Et on pouvait programmer directement en câblant la machine ou alors en utilisant les systèmes de cartes perforées. Voilà, donc c'était très agréable de débugger les machines ou de les préparer, comme vous pouvez vous en douter, et puis c'était pas du tout illisible. Donc à quoi ça ressemble sur des vieilles machines ? Ça c'est par exemple un IBM de 58, donc c'était je crois que celui-là, je ne me souviens plus, ça doit être le 1400, je crois, mais bon. Il a un lecteur de cartes, vous voyez, c'est magnifique, on mettait les cartes perforées, on les mettait dedans, donc déjà il fallait les préparer, on pouvait mettre 80 bits dessus, et puis le programme il se chargeait, et puis on s'apercevait à la carte numéro 403 qu'on s'était planté, donc il fallait recommencer, on refaisait la carte, on remettait le paquet, et puis du coup on le relançait pendant quelques temps, et puis on s'apercevait qu'on avait confondu un O avec un 0 à la carte 4006, et puis on recommençait. Enfin bon voilà, c'était une manière de programmer qui est très proche de ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui. On pouvait sinon mettre en entrée ou en sortie des bandes perforées aussi directement sur la machine avec à chaque fois des armoires différentes. Donc ça faisait des choses énormes, ça prenait l'étage entier d'un bâtiment. Pour ceux qui ont déjà vu le film Les Figures de l'ombre, que je vous conseille, qui est assez sympa, c'est un peu romancé sur les 3 personnes de couleur, les 3 femmes de couleur à la NASA qui ont préparé les vols. Il y a l'arrivée d'un IBM à un moment dans l'étage qui est assez sympa. Ils sont obligés de péter le mur à coups de masse parce qu'ils ne rentrent pas par la porte. Donc
c'est assez rigolo. À l'époque, on utilisait aussi des langages déjà un petit peu plus évolués comme le Fortran ou le COBOL, des langages sur lesquels, qui ont été soit inventés ou soit co-inventés par Grasshopper, qui était on peut considérer comme la mère des langages informatiques modernes. À la même époque, on commence à voir ce qu'on appelle les time sharers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc les machines, elles étaient grosses, c'était un petit peu pénible à utiliser. Et donc au MIT, ils ont imaginé un truc sympa pour pouvoir les utiliser plus rapidement. C'est comme ça coûtait très cher, c'était très gros, qu'on ne pouvait pas tous les utiliser en même temps. Et ben, ils ont essayé de profiter du fait que le temps qu'on prépare nos cartes, qu'on prépare la console ou des choses comme ça, ben, on ne faisait rien pendant ce temps-là. La machine ne faisait rien parce que c'était l'homme qui était trop lent pour préparer ses commandes. Alors ils ont décidé de faire en sorte qu'on puisse être plusieurs à l'utiliser. Et donc le time sharer, il permettait de piloter à plusieurs la même machine, chacun son tour, et on ne se rendait pas compte qu'on avait un morceau de temps qui était différent de celui des autres. Et donc pour ça, on pouvait utiliser à nouveau soit des consoles, hein, regardez comme c'est beau, ça clignote de partout, et puis on pouvait là, par exemple, c'était sur un PDP-1, c'était le chargement du jeu Space War, c'est le premier jeu vidéo qui date de 62, et vous pouvez voir la bande perforée, ici ça permettait de charger les 4K du jeu. Donc on le mettait en entrée, paf, ça tournait, il lisait tous les petits trous, et il en déduisait, tout le jeu était codé en assembleur à l'intérieur. Et une fois qu'il était chargé, là, pour l'époque, c'était assez fantastique parce qu'il n'y avait pas d'écran. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y avait pas d'écran à l'époque, mais on avait ici un tube de Kilburn qui ressemble à une espèce d'écran cathodique sur lequel il pouvait dessiner quelques points qui représentaient des fusées, et puis on pouvait jouer à deux, et puis se taper dessus, détruire les fusées de l'autre, un truc de fou pour l'époque. Alors après, à partir de 65, 66, on a les circuits intégrés qui arrivent. Et donc là, ça change un petit peu. On a toujours des torts de ferrite, mais on a aussi des disques rapides pour tout ce qui est mémoire interne. Et puis on va pouvoir utiliser toujours les cartes, mais les cartes perforées, les bandes perforées, mais on a aussi quelques disques. Et là, la machine la plus connue pour cette époque-là, c'est l'IBM 360, donc qui est toujours aussi petit, ne prend pas beaucoup de place. Essentiellement utilisé par les femmes, hein, qui sont considérées comme parce qu'on considérait que le fait d'utiliser ces ordinateurs-là, c'était des tâches de secrétariat. Donc les hommes, ils étaient bons pour le hard, mais après, ils ne savaient pas utiliser. D'ailleurs, on va voir après que ça a posé beaucoup de problèmes sur l'adaptation des hommes aux machines, puisqu'ils ne savaient pas taper à la machine. Donc ils avaient du mal à utiliser les ordinateurs. Donc là, on peut voir à nouveau l'arrivée, les quelques modifications sur les tailles de disques et la tête des consoles. Voilà avec quoi il fallait programmer. Donc pour rentrer le code directement en assembleur sur la machine. On peut aussi utiliser, j'avais envie de vous montrer ça, les télétypes pour communiquer avec les machines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. J'en ai sauvé un à l'IUT il n'y a pas longtemps, donc j'ai gardé dans mon bureau. Je crois que vous avez compris que ça faisait du bruit. Donc, qu'est-ce que c'était ? En fait, c'était les consoles qui permettaient de dialoguer avec les time sharers. Donc, chacun avait sa petite console, il pouvait rentrer ou sortir son code sous forme de bande perforée, et il pouvait rentrer les commandes. Il y avait aussi une imprimante qui permettait d'avoir un petit listing. Donc super pratique, chacun y passait un petit peu de temps. Alors c'était très fiable comme machine parce que c'était mécanique, hein, c'était ce qui restait de l'époque des tout premiers jours de l'IBM, et c'était assez fiable, mais extrêmement bruyant. Pour la petite anecdote d'ailleurs, quand on récupérait un programme qui était troué par le télétype, il y avait un petit panier en dessous pour récupérer les petits bouts de papier qui étaient troués, qui s'appelait le Bitbucket. C'est un petit nom que vous avez peut-être entendu, qui a été repris un petit peu pour d'autres choses. Voilà, et puis sinon, je vais peut-être plutôt passer celle-là, que je trouve plus parlante. Voilà comment on pouvait, sur un PDP-8 à la fin des années 60, programmer directement sur la machine. On avait intérêt à ne pas se tromper dans l'ordre des commandes, hein, parce que donc on rentrait les commandes, on appuyait sur Entrée, puis après, si on se plantait, il fallait revenir en arrière. En tout cas, c'est très parlant. Hein. On a vraiment quelque chose où on sent l'interface homme-machine moderne. Donc ça, c'était le top du top, à la fin des années 60. Alors je continue un petit peu, parce qu'après, à partir de 75, on a l'arrivée des microprocesseurs et des semi-conducteurs. Et donc là, c'est le début de la Silicon Valley. Hein. C'est là que tout change, tout va changer complètement. Et on a les premiers ordinateurs qui vont permettre ensuite de lire des mémoires externes sous forme de disquettes.
Et puis on va avoir l'évolution des interfaces graphiques avec l'arrivée des GUI, les Graphical User Interface. Donc les ordinateurs les plus caractéristiques de cette période, c'est d'abord l'Altair, mais que personne n'avait envie d'utiliser, enfin à part les jeunes un petit peu bricoleurs. C'était le truc qui était arrivé, là on a la une du Popular Electronics, c'est la première fois qu'on parlait de ces ordinateurs-là. Donc ça arrivait sans clavier, sans écran, sans rien. Et c'était génial, quoi. Tous les jeunes avaient envie d'avoir ça pour apprendre à faire un petit programme qui allumait 3 LED et tout le monde était content. Et ça a commencé comme ça. Ils étaient tous réunis. Vous aviez les réunions du homebrew et ils parlaient de leur truc et ils se la pétaient en disant regarde moi ce que j'arrive à faire. Moi j'ai réussi à allumer 2 LED en même temps. C'est fantastique. Et donc issu de ces trucs-là, il y a un petit génie, hein, celui qu'on appelait le magicien de Woz, donc Steve Wozniak, qui était l'autre Steve de Apple et qui a commencé à builder ses propres machines. Et Steve Jobs, qui était un de ses potes à la fac, a vite senti qu'il y avait du potentiel. Il était très fort pour sentir le potentiel. Et donc, à eux deux, ils ont créé Apple. Donc ça, c'est le Apple I, je crois qu'il y a eu 2 modèles, hein, donc on peut s'en douter. Et ensuite, ils ont fait l'Apple II dès 77. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que le clavier, toujours pas de souris, toujours pas de... Il n'y a rien d'ailleurs, en fait. Il n'y a même pas d'écran, il fallait brancher sa télé. Et puis démerdez-vous. Mais ça a un gros succès, hein, ils sont devenus richissimes rien qu'avec cet ordinateur en 77-78. Et puis ensuite, on a l'arrivée de l'IBM PC. Donc IBM a fait un tour de force. C'est la première fois qu'ils ont réussi à sortir une machine aussi vite. D'habitude, des grosses entreprises comme ça. Vous êtes dans des grosses entreprises ? Vous avez déjà entendu parler du time to market ? Bon, avec IBM, c'était pareil. C'était compliqué. Ils ont mis beaucoup de temps à sortir la moindre machine, mais celle-là, ils sont d'ailleurs bien fait avoir dans l'histoire par Microsoft. Bill Gates, c'était un autre jeune requin de l'époque, a réussi à imposer son OS, puisqu'IBM était incapable de créer un OS et il les a bien eus. Mais ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter à un autre moment si ça vous intéresse, mais là, j'ai pas le temps. Voilà, et puis ensuite, dans les deux autres, la machine qui va tout révolutionner, parce que l'IBM PC ne possède pas d'interface graphique. On utilisait des MS-DOS. Vous avez tous utilisé MS-DOS, sauf les plus jeunes. C'était déjà beaucoup plus agréable quand même que les cartes perforées. Hein. Mais toujours pas d'interface graphique. Et la première machine connue pour ça, il y a eu le Lisa avant, chez Apple, mais qui n'a pas marché. Il était trop cher. Ils n'ont pas réussi à le faire vivre. La première machine qui a vraiment marché, c'est Macintosh en 84. Et à partir de là, on rentre dans l'ère moderne de nos ordinateurs. Après, que ce soit portable ou sur une tablette, ou peu importe, on a quand même déjà à peu près atteint un niveau qui est très proche de ce qu'on a aujourd'hui. Des clics, des boutons, des menus, des fenêtres qui se superposent. Et c'est parti. Première version de Windows arrive derrière en 96, qui permettra à Steve Jobs de poursuivre Bill Gates. Et on verra pourquoi ça n'a servi à rien. Voilà, donc juste pour vous montrer un petit peu, ça c'est la première démo du Macintosh en 84 par Steve Jobs en janvier. Déjà le sens, présentation, un petit peu homogénéiste pour regarder. Les champs comme ça. On va marcher nulle part, des choses qui faisaient. Phrase ultra connue de Steve Jobs. C'est une église. Vous êtes content. La foule d'un délire, on dirait un concert de Taylor Swift. Alors, du coup, où se trouve l'Alto au milieu de tout ça? Donc, l'ordinateur dont je voulais vous parler, il se trouve à peu près là. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'âge d'or du Xerox PARC. Le Xerox PARC, il a été créé en 69 à Palo Alto. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, il était encore en activité très tard après, mais je m'intéresse aux 10 premières années qui sont pour moi les 10 années les plus marquantes et qui ont fait qu'il y a eu toute une légende autour de Spark, parce qu'on considère qu'ils ont inventé les plus belles choses de l'informatique et qu'en même temps, Xerox n'a jamais rien su en faire. La vérité, elle est un petit peu ailleurs. On y va. Donc, je vous rappelle, à l'époque, on avait les IBM 360, c'était ce qui se faisait de mieux. Ça prenait un étage entier. Et après cet âge d'or, on en était à l'Altair ou l'Apple II. Et eux,
entre-temps, ils ont fait cette machine-là, avec interface graphique, souris, clavier, et personne ne le savait. Alors comment ça a été possible? Ça a été possible grâce à plusieurs personnes. Moi j'en ai retenu deux qui me semblent plus importantes parce que je trouve qu'ils font écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Le premier c'est Bob Taylor. Alors Bob Taylor c'est un gars fantastique, il me ressemble beaucoup. Bon, à part pour la pipe. Mais alors c'est un gars qui a travaillé il a juste un master degree, il n'a jamais eu de thèse de doctorat, ça lui a posé beaucoup de problèmes pour se faire reconnaître par ses pairs. Il a un master degree en psychologie et il s'intéressait à la perception par le sens visuel et ce que comprenait le cerveau. Il a travaillé à la NASA, il a travaillé au Pentagone, il a travaillé pendant la guerre du Vietnam, il a été envoyé au Vietnam pour essayer de trouver des solutions aux problèmes d'information qu'ils avaient à ce niveau-là. Mais c'est un gars qui était a priori une espèce de gars un peu surnaturel, il était très fort, il paraît que c'était absolument fantastique de l'avoir pour chef et absolument horrible de l'avoir comme employé. Il protégeait son équipe comme personne, mais alors par contre, il était capable d'être totalement arrogant, insultant et insupportable avec tous ses chefs et tous ceux qui étaient au même niveau que lui. Donc tous ceux qui ont travaillé pour lui le disent, c'était incroyable de travailler avec lui, ou presque tous, hein. Il y en a quelques-uns qui en ont souffert quand même. D'ailleurs la preuve c'est que quand il a été obligé de démissionner du Xerox PARC, ils sont quasiment tous partis avec lui. Donc quand même assez fort. Ce gars-là, il a vite compris que de toute façon techniquement, il ne faisait pas le poids. Il a vite compris qu'il fallait qu'il s'entoure des meilleurs et il avait un réseau. Il a réussi à créer un réseau. Il connaissait tout le monde. Il allait dans toutes les universités et à chaque fois qu'il arrivait, il disait « montre-moi tes meilleurs jeunes ». Et il s'intéressait surtout aux jeunes et surtout aux talents. Il n'avait un petit peu rien à faire des diplômes, mais enfin bon, s'il y avait une thèse de doctorat, il préférait quand même, mais il s'intéressait surtout aux talents. Il a par exemple profité aussi de ses emplois à la NASA et à l'ARPA, au Pentagone, pour financer tout ce qui n'intéressait personne, en gros, hein, surtout les militaires, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était essayer d'améliorer tout ce qui était interface homme-machine et créer du réseau entre les différentes machines. Donc il a par exemple financé ces 4 projets-là, que je vais vous montrer. Alors Sketchpad, c'est un petit peu moins clair, mais il était plutôt en train de travailler avec eux. Lynx, Sketchpad, NLS et ARPANET. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces trucs-là, mais c'est des trucs super importants qui ont façonné sa façon de voir l'informatique et ce qui a façonné notre informatique moderne aussi. Lync, c'était un projet qui était fait par Wes Clark au MIT, et lui ne supportait pas les time sharers, les ordinateurs en time sharing. Il trouvait que c'était absolument insupportable, parce qu'il disait que ce n'était pas à la machine d'être un demi-dieu, mais qu'elle devait être un outil pour les utilisateurs. Donc son rêve à lui, c'était d'avoir un ordinateur individuel dédié à une personne, et donc tout le temps alloué par cette machine serait dédié à son utilisateur et uniquement à lui. Et on peut dire qu'il est le premier à avoir fait un ordinateur pour un individu. C'est le premier à l'avoir fait. Bon, il se vantait en disant, grâce à moi, ça date de 62, hein, ça. Grâce à moi, on a enfin un ordinateur portable. Alors, on peut dire qu'il était plutôt transportable que portable, et qu'il valait mieux avoir une grosse camionnette quand même. Hein, mais, parce que bon, il y a ce qu'il y a sur le bureau, donc il disait c'est un ordinateur de bureau. Mais l'armoire à côté, c'est l'ordinateur aussi, hein, quand même. Hein, donc ça prenait quand même un petit peu de place. Mais en tout cas, il a réussi à faire ce tour de force qui était que l'ordinateur n'était plus assigné à une pièce. On pouvait le changer de pièce, ce qui n'était pas possible avec les IBM. Ça a été utilisé que pour des applications scientifiques et biomédicales. Et une fois que la recherche a compris qu'il y avait quelque chose à en tirer, ils ont tous essayé de lui piquer son idée. Alors lui, il n'a pas supporté ça. Et il a essayé de changer d'endroit. Et le seul qui a cru en lui et qui l'a aidé et qui l'a financé sans contrepartie, c'est Bob Taylor. Un autre projet qui a beaucoup intéressé Bob Taylor, c'est Sketchpad de Ivan Sutherland. C'était son chef à l'IPTO, à l'ARPA. Donc l'ARPA, il a été embauché là-bas par le Pentagone. Il a pris la succession de Leak Lider. Je ne sais pas si vous connaissez Leak. C'est le père d'Internet, en gros. Je vais en reparler un petit peu après. Et sur l'IPTO, ils avaient tout un centre où ils essayaient de travailler sur l'augmentation de l'homme pour l'armée. Mais à l'époque, le fric coulait assez facilement et ils l'utilisaient vraiment pour pas mal d'autres choses. Et Ivan Sutherland avait pris donc la suite de Leak Lider. Leak Lider lui avait imposé en même temps de prendre Bob Taylor comme assistant. Et ils ont travaillé sur Sketchpad. Sutherland, il est vite parti sur autre chose et il a laissé les rênes à Bob Taylor. Il lui a dit démerde-toi, il lui a filé de pognon et ils ont fait mumuse avec ça.
Et Sketchpad, donc c'est un truc assez incroyable pour l'époque aussi. C'est sur un MX2, donc du coup c'était quand même un ordinateur en timeshare. Sutherland, il n'avait pas le choix, il était obligé de demander le prêt de l'ordinateur pour pouvoir utiliser un display, puisqu'à partir du moment où le temps était partagé, on ne pouvait pas avoir de moniteur sur ces ordinateurs-là. C'était absolument impossible. Donc il a été obligé de négocier pour avoir le droit à l'ordinateur une demi-heure par jour. Et en une demi-heure par jour, vous y arriveriez aujourd'hui, vous, en une demi-heure par jour à pondre un truc, c'est quand même compliqué. Hein. Déjà, rien que le temps que vous preniez votre café et que vous ayez fait votre délit, je pense que la demi-heure, elle est déjà passée. Quoi. Mais bon, il arrivait, en une demi-heure par jour, il a réussi à faire ce soft qui permettait, avec un stylo, d'interagir avec l'écran pour faire des graphismes et des formes. Et donc ça a été aussi une révolution. Pour la petite histoire, c'est aussi le père de la réalité augmentée, Sutherland, puisqu'en 68, il a fait le premier casque de réalité augmentée. 68, hein, on a du mal à y croire. Non ? C'est trop loin pour... Donc, bref, Taylor avait aussi participé au financement de Sketchpad. Ensuite, il y a eu un autre ovni qui s'appelle Doug Engelbart. Doug Engelbart, c'est un autre chercheur qui, en revenant de la Deuxième Guerre mondiale, trouve dans un magazine de la Croix-Rouge un article sur le Memex de Vannevar Bush. Vannevar Bush, c'était un conseiller de Roosevelt pendant la guerre, et il a écrit cet article sur le Memex, qui est une espèce de bureau, parce qu'il se rendait compte qu'il y avait des problèmes pour l'accès à l'information. C'était pas toujours évident, il y en avait trop, et on commençait à perdre un temps fou à chercher des informations dans les documents, dans les encyclopédies, dans les photos, dans les archives, et c'était compliqué. Donc il a imaginé cette machine, qu'il n'a évidemment pas pu mettre en œuvre à l'époque, mais qui a donné énormément de lignes directrices pour ce qu'on a aujourd'hui dans nos machines. C'était quelque chose qui nous permettait, qui devait permettre, à partir de films et de projecteurs sur deux petits écrans que vous avez là au milieu, j'ai pas la souris, que vous avez au-dessus, qui permettait de voir des archives, de voir des documents qui étaient mis sous forme de microfilms. Vous pouvez voir les microfilms tout à droite de la machine. Et dans le caisson de droite, il y avait les microfilms. Et on pouvait relier les films l'un avec l'autre. On pouvait leur donner, on pouvait créer des liens. En gros, il a inventé l'hypertexte. Et il a aussi inventé les clés primaires, du coup, parce qu'il fallait du coup pouvoir les stocker. Et donc, il avait imposé l'utilisation de clés, de codes, pour pouvoir retrouver facilement. Ce qui est assez fort, c'est que dans sa machine, l'idée c'était de pouvoir enregistrer en plus sur microfilm les connexions que vous pouviez créer. On pouvait même dessiner dessus et le stocker sous forme d'un autre microfilm. Et on pouvait l'échanger avec quelqu'un. Donc il y avait cette histoire de réseau, de partage d'informations, d'accès à l'information. Et ça a fasciné Engelbart qui s'est dit, je vais essayer de faire la même chose, mais en mieux. Et en 63, il a fait des choses assez incroyables en se basant sur le Memex de Vannevar Bush, mais il est allé beaucoup plus loin. Et ils ont décidé, à travers son système qui s'appelait le NLS, le Online System, ils ont enfin décidé de montrer, de faire une démo en 68. Et cette démo, elle est ultra connue. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette démo. C'est celle qu'on appelle la mère des démos. Ils ont fait un truc de malade, 1h30 avec visio en direct. Ils ont mis des antennes sur plusieurs toits de la ville pour pouvoir se connecter en réseau avec le reste du labo de l'autre côté. Ils avaient carrément un écran à peu près comme celui-là où ils étaient en train de diffuser en direct. Il y a un casque micro, enfin des trucs absolument dingues pour l'époque. Et ça lui a permis de montrer. Well, you can see the devices that I'm using. Inventé pour l'époque, que vous pouvez voir à droite, qui est la souris. Et donc c'est la première fois qu'on voyait une souris. C'est le premier à l'avoir inventé. Il l'a fait en 63, il l'a montré au public en 68. Et il avait donc deux petites roulettes à l'intérieur, quelques boutons dessus. On pouvait bouger et on pouvait interagir avec l'écran. Alors pour l'instant, il bougeait qu'un pointeur et ça lui permettait de montrer sa liste de courses sur sa démo à quelqu'un qui était à un autre endroit de la ville. Alors ils n'ont pas montré que ça, il y avait pas mal de choses. Donc il y avait cette histoire de réseau aussi, et puis il a montré par exemple un autre appareil ici que vous pouvez voir sur la gauche ici, le Cord 7, et il permettait vraiment d'avoir une augmentation de la machine, une machine dédiée à l'individu et avec laquelle on pouvait interagir de manière beaucoup plus naturelle. Voilà, et enfin le dernier projet, donc ça pareil, Engelbart il avait plus de financement pour son projet. Au moment où il était en train d'être obligé de l'arrêter, le seul qui a cru en lui et qui l'a financé, c'est à nouveau Bob Taylor. Bon, après vous allez voir qu'il en a fait une autre. Et puis enfin le dernier projet qui a été financé par l'ARPA, donc qui est initié par Lee Clyder, mis en place par Bob Taylor, et ensuite qui a passé les rênes à Larry Roberts, c'est ARPANET. ARPANET, c'est juste l'ancêtre d'Internet. Donc il y en a pas mal, les plus jeunes croient souvent qu'Internet ça a commencé avec l'iPhone en 2007. Bon, ça a commencé un petit peu avant. Donc on
confond souvent avec le World Wide Web, au milieu des années, début des années 90, mais en fait ça existait déjà bien avant. Et donc en 69, on a pour la première fois un réseau qui permet de relier 4 universités, 4 sites, et qui utilisait que des machines en time sharing. C'était la seule solution. Et pour ça, Bob Taylor, il a aussi financé le Project Genie. Le Project Genie, c'était un projet qui avait pour but de fabriquer un time sharer pas cher pour que les universités qui avaient moins de moyens puissent quand même faire du time sharing et participer au réseau. Voilà, donc, ça va, je suis pas trop pénible? Non, j'ai pas l'habitude qu'on m'écoute, je suis prof, donc... Alors du coup, il a créé son équipe. Alors ce qui est dingue, c'est que Xerox a décidé de faire un centre de recherche parce qu'ils ont senti quand même qu'il y avait un truc qui risquait de pas aller pour eux. Ils demandaient du papier et des copieurs. Donc ils ont vu que l'informatique était en train de monter. Ils se sont dit, on va être dans la merde dans 10 ans. Donc on va anticiper un peu et on va essayer d'inventer le bureau du futur. Alors en douce, c'était plutôt, on va essayer de regarder ce qui se fait pour pouvoir changer au dernier moment si jamais il y a besoin. C'est un petit peu comme ça que c'est présenté. Bob Taylor, il a donc décidé de créer le Xerox PARC en 3 équipes. Enfin, c'est pas lui qui a décidé ça d'ailleurs. Mais bon, il y avait l'équipe des physiciens, General Science Laboratory, avec de l'optique, mais ça ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas mis de nom. Et puis, vous aviez 2 équipes d'informaticiens, donc le Computer Science Laboratory, avec des noms que vous connaissez peut-être, qui sont devenus hyper connus, Butler Lamson, Chuck Thacker ou Peter Deutsch, qui étaient très très forts en hard. C'est eux qui ont fabriqué l'Alto, ils ont fabriqué le Max avant, ils ont fabriqué le Star. Ils ont participé à énormément de machines, et puis ils ont été ensuite embauchés dans des boîtes plus prestigieuses encore. Metcalfe et Boggs, c'est eux qui ont inventé Ethernet au sein du parc en 73. C'est les premiers à avoir créé ce genre de réseau. Dick Shoup, il a inventé SuperPent, qui permettait d'utiliser les ordinateurs avec des vidéos et faire des effets spéciaux. C'est le premier à avoir inventé en gros les effets spéciaux numériques. Charles Simoni, c'était un Hongrois qui a été embauché pour créer le logiciel Bravo. Et Bravo, c'est le premier éditeur de texte. Ensuite, il a été récupéré par Bill Gates pour faire Word, et donc c'est lui qui a écrit Word. Après, est-ce qu'on est content ou pas, c'est un autre problème. Et ensuite, ils ont créé un autre labo. C'est aussi Bob Taylor qui en a recruté quelques-uns à l'intérieur, même si Bob Taylor était responsable que du Computer Science Laboratory. Et donc au System Science Laboratory, il a recruté Alan Kay, et Alan Kay, il était fan de lui, moi aussi d'ailleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une espèce de philosophe un peu fou, un peu étrange. Et puis il a recruté pas mal d'autres développeurs. Donc là, c'était plus des développeurs, à part Gary Starkweather au milieu, qui lui a inventé l'imprimante laser. Je n'ai pas le temps de m'amuser à vous montrer toutes les inventions du parc, mais ils ont fait tout ça en 5 ans. Lincoln Way a participé à l'invention des cartes graphiques, en gros. Et puis, vous avez des gens comme Larry Tesler qui a inventé tout ce qui est pop-up, menu, tout ce qui est interface graphique, ou Adele Goldberg qui a énormément investi dans le Smalltalk, donc la programmation orientée objet avec Alan Kay pour créer des logiciels d'enseignement pour les enfants. Donc Alan Kay ressemble à ce truc-là, donc c'est une espèce de fou avec sa moustache et les sneakers. Il n'a jamais changé de look. Vous regardez les images maintenant, alors c'est le même avec les cheveux blancs, mais la moustache c'est la même, les baskets c'est les mêmes, enfin rien n'a changé. Là on le voit devant l'alto justement, et lui il allait le travail dans tous les sens. Alors, il branchait son piano, il était fan de Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs dans sa thèse, il citait Khalil Gibran et Jean-Sébastien Bach, un truc un peu bizarre en 68. Et dans sa thèse, justement, c'était un peu un ovni. Lui, ce qu'il présentait, c'était ce qu'il voulait faire de l'informatique. Et donc, il s'est pointé avec un truc qui ressemblait un peu à ça. Et il a dit un jour, il y aura le Dynabook. Et le Dynabook, c'était un écran plat avec un écran. Et je voudrais le fabriquer. Il a proposé ça en 68. Donc, en gros, il a inventé la tablette, ordinateur portable. Mais il a eu un petit peu de mal à le mettre en place. Par contre, c'est un gars qui avait besoin de réfléchir longtemps. Donc, il partait dans ce qu'il appelait le ID Space. Donc, voilà. Et là, ça pouvait durer longtemps. Et il discutait, et il s'est aperçu qu'il n'y arrivait pas s'il n'était pas entouré de personnes. Quelqu'un d'extrêmement bienveillant, et donc il a créé des groupes de recherche au sein même du Xerox PARC, et ceux qui avaient envie de venir, ils venaient et ils discutaient. Il a recruté d'ailleurs une des secrétaires du parc, qui s'appelle Diana Mary, et un jour il passait, il l'a vu sur le typewriter, sur le truc des secrétaires là, pour taper leurs documents. Et il a vu qu'elle avait des espèces de raccourcis clavier dans tous les sens. C'est un truc mi-mécanique, mi-électrique, mi-électronique, mais du coup, c'était hyper compliqué à utiliser. Il n'y avait aucun mec qui arrivait, c'était trop compliqué. Il fallait avoir un cerveau supérieur. Et quand il a vu ce qu'elle était capable de faire avec, il a dit, mais en fait, t'es une développeuse, quoi. T'es une programmeuse, quoi. Donc, viens
viens avec moi, je vais te montrer des trucs. Alors il lui a donné quelques leçons le soir, comme ça, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Il lui a appris à utiliser la programmation orientée objet. Et comme ça, elle a rejoint son groupe et elle est devenue une des développeuses du groupe, le LRG, dont je vais parler après, si j'ai le temps, parce que je crois que je déborde un peu. Voilà, c'est possible. Voilà, donc Alan Kay, c'est cette personne un peu bizarre, fan de Sesame Street et de Jean-Sébastien Bach, et puis voilà, le genre de personne. Donc ça, c'est la première fois qu'ils ont fait marcher l'alto, c'est le premier alto. Et la première image, elle est connue pour ça, c'était le Cookie Monster, justement, de Sesame Street, et qui a été affiché dessus. Et ensuite, comme on faisait à l'époque, chacun se faisait le sien. Hein. Ils avaient le matériel, ils achetaient, ils venaient, et puis ils fabriquaient leur alto. Alors après, ils les faisaient comme ils voulaient. Donc il y avait le sien, il s'appelait Bilbo. Le deuxième, il s'appelait Gandalf. Et puis après, il y en a eu plusieurs. Ils en ont fait jusqu'à 200 comme ça, rien que pour leur centre de recherche. Ils les ont mis en réseau avec Ethernet. Ils les ont mis, alors je vais montrer plutôt ça d'abord, et puis je reviendrai sur l'autre après. Ils les ont mis en réseau grâce à Ethernet, et vous pouviez travailler avec. Vous pouviez vous envoyer des emails. En 71, ils s'envoyaient des emails avec. Enfin, en 73, pardon. Avec le logiciel Laurel, qu'ils ont amélioré en Hardy juste après. Avec SIL, ils pouvaient fabriquer des circuits intégrés. Avec Marc Pedro, ils pouvaient faire des splines, des courbes de Bézier, en 73, tout ça. Alors que je vous rappelle qu'en 78, le top du top, c'était ça. Sur l'Apple II, ça c'était le top des logiciels en 78. Eux, ils étaient déjà en train de faire des montages vidéo et des trucs en 73, personne ne le savait. Alors qu'en 78, le premier graffeur type Excel, VisiCalc, inventé par Dan Bricklin et Bob Frankston, c'était ça ce qu'il y avait de mieux en informatique. Le premier tableur. Comment ça a été possible qu'il reste inconnu à ce point-là? C'est Xerox qui a tout protégé au démarrage. Alors je crois que je n'ai pas trop le temps, donc je vous montre rapidement quand même 2-3 images de Bravo et de Gypsy. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que d'ailleurs pour faire cet éditeur de texte, ils l'ont fait donc avec Charles Simonyi, puis ensuite Larry Tesler et Tim Mott. C'est une des succursales de Xerox qui payait une taxe. Le mec, il était à côté de Palo Alto où ils étaient, payait une taxe tous les ans, une taxe recherche, et puis ça le saoulait un peu de se dire super, je paye une taxe recherche avec Xerox, mais en fait je vois jamais rien de la recherche, quoi. Alors il s'est pointé, il a ouvert la porte, il a dit il y a quoi en recherche ici, quoi. Ils lui ont montré 2-3 trucs et il a dit très bien, en fait moi je publie des livres, c'est chiant de couper, de coller, tout ça, donc vous allez m'aider du coup. Puis ils lui ont dit oui, puis ils l'ont fait. Et c'est pour ça que du coup c'est une des premières fois que dans la création d'un logiciel, alors qu'on n'en faisait même pas encore à l'époque, ils ont eu une étude de cas avec les utilisateurs finaux. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez le paste and cut, le copier-coller, le couper, parce qu'en fait, ça vient du vocabulaire des utilisateurs, des éditeurs de livres de l'époque, qui utilisaient ces trucs-là. Et donc là, ils ont mis en place les clics droits, les pop-up menus, tous ces trucs-là, ça existait, alors que tout le reste du monde de l'informatique n'avait jamais entendu parler de la souris, ou très peu, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient au courant que ça existait. Vous pouviez déplacer des blocs de texte, tout était optimisé au niveau de la mémoire, un truc assez incroyable pour l'époque. Ça, c'est une petite démo de SuperPaint. Alors, j'ai pas trop le temps de rentrer dedans, mais non, ça, c'est pas SuperPaint. Mais ça vous montre un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire en 73. Ils pouvaient aller dessiner, recopier des petits bouts, les coller ailleurs, et tout ça avec la souris. Bon, j'ai vu que j'avais moins de 15 minutes, donc je me dépêche. Je vais passer ça, et je vais vous montrer plutôt des trucs comme... This is an interactive digital video graphics system which combines video and a digital computer. This is an effect just for fun to get me into the scene. And now we can begin to play with the system. D'ailleurs, pour la petite histoire, Dick Shoop, qui était donc sur SuperPaint avant, il a travaillé avec Alvy et Ray Smith. C'était un des seuls qui ne s'entendait pas avec Bob Taylor. Ça se passait très mal entre eux, mais donc il a fait venir un artiste, ils ont travaillé ensemble, ils ont amélioré SuperPaint comme ça. Et Alvy Ray Smith, c'est le cofondateur de Pixar. Voilà, donc SIL, il permettait de préparer les circuits. Et d'ailleurs, ils ont continué à faire des softs un peu dans ce sens-là. Ils ont eu des problèmes justement avec Intel après, parce que quand Intel préparait ses chips, il les envoyait, mais au début, il envoyait les chips, ils étaient buggés, hein, donc ça ne marchait pas du premier coup. Sauf que le temps que les utilisateurs s'en aperçoivent, il fallait le temps qu'ils aient fait leur dessin, qu'ils aient fait leur montage, qu'ils aient imprimé leur carte, sauf qu'eux, ils avaient fait un soft. Personne n'avait. Donc forcément, en 2 jours, ils avaient testé le truc, quoi. Donc ils recevaient, ils les commandaient à l'avance, parce qu'elles n'étaient pas encore sorties, ils les recevaient, et elles n'étaient même pas encore officiellement en vente, et ils appelaient Intel 2 jours après en disant votre chip elle est buggée.
Mais c'est pas possible que vous puissiez le savoir, on n'a même pas eu le temps encore de la vendre, quoi. Et ben, nous on l'a testé, et les Bulgares ne comprenaient pas, mais personne ne savait qu'ils avaient déjà préparé tous ces trucs-là à cette époque. Alors sinon, Alan Kay s'intéresse beaucoup à l'enseignement, et donc il a rencontré Marvin Minsky d'ailleurs en différentes conférences, qui lui a conseillé de parler avec Seymour Papert, un autre hippie un peu loufoque, qui s'intéressait beaucoup à l'apprentissage de l'informatique pour les enfants. Et il a inventé le logo et qui permettait de montrer aux enfants comment programmer. Donc il leur faisait faire du montage audio, il leur faisait faire des dessins avec tout le logo. That's P2 and P3. À peu près un petit peu quand j'étais un peu plus jeune, personne sur l'écran. Voilà. Et donc ça permettait projects become more original, more complex, and more varied. So you have like the first. Et donc du coup, Alan Kay Shows the kids can stage. ils ont décidé de faire la même chose au sein du LRG, le Learning Research Group. Et ils allaient dans les écoles. Alors, pour la petite histoire, ils embarquaient carrément les altos. Ils arrivaient avec les altos, ils se pointaient dans l'école, ils se sont fait taper sous leur zéro, c'est pour sortir du matériel confidentiel. Ils sortaient le matériel confidentiel. Je pense que vous faites tout ça aujourd'hui. Ça pose plus de problème dans vos grosses entreprises de sortir le matériel. Vous avez le droit de mettre des clés USB, des disques durs, des trucs comme ça. Voilà, pareil, c'était interdit. Et donc il se pointait avec les ordi, il les a laissés là-dedans. Alors il a fait ça de nuit, donc il pouvait quand même savoir que c'était pas trop autorisé. Adèle Goldberg qui était avec lui, elle lui dit t'es sûr que c'est bien ce qu'on fait? Oui, 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 t'inquiète pas. Bon, évidemment, ça s'est su, ils se sont fait taper dessus, mais c'était une chose assez remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'il se faisait engueuler, et ben il continuait. Et ça gênait personne, enfin ça gênait, si ça gênait tout le monde, mais on a l'impression qu'il faisait semblant de l'engueuler, ça faisait partie du truc, il fallait l'engueuler, parce que c'était pas bien. Mais en même temps, ils l'ont toujours laissé faire. Et donc les gamins, ils programmaient en Smalltalk. Donc le premier langage vraiment fini de programmation en objet. Bon là, j'ai pas le temps de m'amuser à chercher le passage dans la vidéo qui est bien fait. J'ai pas trouvé cette nuit, je vais pas trouver maintenant. Alors comment ça se passait au parc, hein, rapidement quoi. Eh ben ils vivaient dans des poufs. Alors ça c'est Bob Taylor qui l'a mis en place. Il a mis en place ce système de communication. Donc tous les jours ou toutes les semaines, je crois que c'était toutes les semaines. Donc c'était le weekly, on va dire. Ils les mettaient dans des poufs et puis ils discutaient. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils s'est aperçu que quand on était dans un pouf, c'était plus difficile de taper du pied par terre quand on était impatient devant le discours de quelqu'un. Donc bon, ça c'est le truc officiel. Mais bon, bref, ils les mettaient tous comme ça et ils devaient discuter. Ils devaient donner une idée et les autres, ils devaient le dégommer, quoi. Et c'était un truc assez violent, mais en fait, comme ils avaient tous un ego surdimensionné, ça passait bien. En gros, c'était des développeurs, quoi. Des gens qui sont persuadés, à partir du moment où ils savent pisser 3 lignes, qu'ils sont meilleurs que tout le monde et qui vont manger le monde, alors qu'en fait, ils sont juste plus nuls que leurs voisins. Mais bon, ils étaient donc tous ensemble, ils discutaient comme ça, et puis ils devaient critiquer les projets. Pourquoi ils faisaient ça, Bob Taylor? Parce qu'il disait, mais moi, je suis incapable de savoir si leur idée elle est bonne ou pas. Mais je ne peux pas le montrer, je suis leur chef. Alors je vais les mettre ensemble, et je vais faire Et puis en fait, ils se dégommaient les uns les autres, et puis lui, il disait juste oui, non. Et puis voyez, si plutôt ils avaient l'air de dire qu'ils étaient d'accord, il disait, allez, on y va, quoi. Et c'est comme ça qu'il les a plus ou moins encadrés, quoi. Alors ça, c'est devenu connu, et Xerox n'était pas très content d'ailleurs de ça, tout ce qui était headquarters sur la côte Est, parce qu'il y a eu un article dans Rolling Stones, qui était un journal qui n'était pas encore très connu à l'époque, il avait moins de 5 ans, c'est appelé Space War. En fait, alors les mecs, la Bob Taylor et tout, et Alan Kay, ils ont laissé venir le journaliste pendant des semaines, dans un truc confidentiel, et le gars, il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Donc il les a regardés faire, il les a photographiés, il leur a posé des questions, et il a pondu un article. Alors là, branle-bas de combat à Rochester, ils n'étaient pas du tout contents de voir ce qui se passait. Surtout que dedans, il dit, alors voilà, il y a une bande de nerds, ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, ils font du beach volley, ils jouaient dans la ligue de softball du coin, ils avaient un orchestre, ils se pointaient en sandales au boulot. Moi, j'aurais adoré bosser là-bas, quoi. Et voilà, donc il fait un article qui est plutôt sympa en plus. Mais évidemment, ça ne plaît pas au costard-cravate de Xerox. Et pourtant, il y a des super photos. On voit Bob Taylor avec sa pipe, Alan Kay toujours en train de rêver, son Dynabook, sa maquette de Dynabook sur la gauche. D'autres membres qui sont en train de picoler en regardant on ne sait pas trop quoi, on n'a peut-être pas trop envie de savoir. On voit Peter Deutsch dans son bureau avec sa barbe et son vélo. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Et voilà, bon, c'est assez sympa. Je trouve que les photos sont réussies et ça montre bien l'ambiance. En fait, l'article il est vraiment super, mais il n'a pas été du tout apprécié par Xerox. Et pourtant, ils ont continué. À partir de 1975, Xerox a quand même essayé de vendre un petit peu ce qu'ils avaient fait.
Mais c'est là qu'intervient la légende. Et la légende, c'est même plutôt un mythe à ce niveau-là, c'est que un jour, il y a Steve Jobs qui a débarqué et qu'il a tout piqué, et que Xerox était juste des gros cons qui n'ont pas réussi à mettre en valeur tout ce qu'ils avaient. Et ça, c'est l'histoire comme on la connaît aujourd'hui. Vous la connaissiez déjà, non? Et je vous conseille de regarder une série des années 90 qui s'appelle le Triumph des Nerds, Triumph of the Nerds, qui est... non, c'est pas celle-là, pardon, c'est le Pirate de la Silicon Valley, celle-là. Triumph of the Nerds, c'est encore autre chose. Et donc, Pirate de la Silicon Valley, c'est assez génial parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont vrais dedans, mais c'est romancé, un petit peu comme Dumas quand il reprend l'histoire de France. Les faits sont vrais, mais ils prêtent des idées aux gens qui sont un peu différentes. Et donc là, dans cette série, les acteurs sont fantastiques. Ils ont mimé exactement les gens de l'époque. C'est absolument génial. Vous pouvez reconnaître pour les plus vieux Noah Weil qui jouait dans Urgence, qui fait Steve Jobs. Et on voit l'arrivée de Apple chez le Xerox PARC en 79 pour venir leur piquer, soi-disant, les idées. Quoi. Alors, je vous laisse regarder juste ce petit. Alors, bon, je n'ai pas trop le temps, donc je ne vais pas vous remontrer l'interview de Steve Jobs avec, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Steve Jobs l'avoue lui-même, il a été complètement ébloui par ce qu'il a vu ce jour-là. Et il a oublié même de voir les autres choses qu'ils lui ont montrées. Il n'a pas compris qu'il y avait Ethernet, il s'en est même pas aperçu. Il n'a pas vu qu'il y avait de la programmation orientée objet. Il n'a pas vu tous ces trucs-là. Il n'a pas vu qu'ils communiquaient par mail tous les jours. Ils s'envoyaient jusqu'à 600 mails par jour. C'est les premiers qui étaient capables de travailler ensemble sans se voir, comme on le fait aujourd'hui. Donc vous avez quelqu'un qui est dans le bureau d'à côté, vous ne vous levez même pas pour aller lui poser une question. Vous lui envoyez un message, un chat, je ne sais pas quoi. Maintenant, eux, ils le faisaient déjà. Et Jobs, il n'a pas vu ça, il a juste vu les interfaces graphiques. Résultat, c'est lui qui a réussi, en 84, il a sorti le Macintosh, on sait ce que c'est devenu, c'est les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Bill Gates a même essayé de lui piquer derrière, il a fait Windows, il lui a piqué. Steve Jobs l'a poursuivi en justice pour ça, et Gates s'en est sorti en disant tu veux qu'on parle de celui qui vole et puis, ça s'est arrêté, comme ça. Mais bon, Steve Jobs le disait, les bons artistes copient, les artistes excellents volent. Voilà. Donc il n'avait aucun problème pour le dire. Vous pouvez regarder d'ailleurs cette autre série de documentaires de Cringely qui s'appelle Le Triomphe des Nerds, c'est celle-là, qui est vraiment géniale, il y a des super interviews, mais je pense que Steve Jobs ment la plupart du temps, parce que quand on voit comment ça s'est réellement passé, il en rajoute un petit peu. Il dit que Xerox aurait pu devenir la meilleure entreprise du monde, mais qu'ils n'en ont rien fait, et c'est ce qui fait le mythe aujourd'hui. Xerox a eu tout ça, et ils n'ont rien fait. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils n'aient rien fait. Ils ont fait plusieurs choses, ils ont notamment fait le Star, et le Star, c'était le successeur de l'Alto. Ils ont essayé de le vendre. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu dès 1975. In 1981, Xerox introduced. Le SDS, c'était la division qui devait vendre l'Alto. Donc ils en ont fait une version plus grande, plus chère, plus réussie pour les bureaux. Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas que ça pouvait intéresser les particuliers. Personne ne pouvait l'imaginer. Donc ils ont essayé de se dire, il faut qu'on trouve un truc pour les bureaux. Or, les gens dans les bureaux, c'était les gars. Et les gars, ils ne savaient pas utiliser les ordinateurs. Donc il fallait essayer de s'adresser aux secrétaires, mais en passant par leur chef. Et en fait, il y a eu un changement de mentalité qui était tellement compliqué que je pense que ce n'est pas uniquement que Xerox n'a pas réussi, ils n'ont pas compris exactement comment il fallait l'utiliser, mais personne ne l'a compris à l'époque. Personne n'a réussi à voir comment il fallait le faire. Et je trouve que la vision du Xerox n'a absolument rien fait pour tout garder, elle est un petit peu ratée. Voilà, et pour finir, moi je me demande simplement pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à avoir un vrai, je ne veux pas dire que vous n'y arrivez pas, mais enfin, je suis désolé, comparaison elle est vite faite quand même, et je me demande pourquoi on n'y arrive pas. Et moi, quand j'y réfléchis à cette époque, j'aurais aimé vivre à cette époque, je me dis que ça a marché, pourquoi? Parce qu'ils avaient des gens qui avaient un vrai rôle et qu'on l'a respecté. Bob Taylor, qu'est-ce que c'est? C'est un team lead. D'accord? Bon, tout ce que vous, développeurs, vous méprisez aujourd'hui. Mais bon, le team lead, il faisait quoi? Il fait le vrai travail au final. Il a réussi à relier les gens de son équipe, à les faire bosser ensemble, il les a protégés, il les a surprotégés. Tous ceux qui ont travaillé pour lui disent qu'ils n'ont jamais vu la pression qu'il y avait avec le parc avant des années. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, ça passait par Bob Taylor, qui était insupportable avec ses chefs, mais il a protégé son équipe au maximum. Il les protégeait tellement que quand il y en avait un qui disait, frappait à sa porte, il disait, bon, je m'en vais, je vais faire un tennis, je reviens tout à l'heure. Bob Taylor, il ne disait pas non. Il disait, je t'ai vu jouer hier, prends plutôt cette boîte de balles vieille, là, parce que tu n'as pas encore un niveau pour prendre ta boîte de balles neuve. Donc, il en était à ce point-là, tellement il dominait tout le truc. Ensuite, ils avaient un philosophe, Alan Kay. C'était un visionnaire, c'était un philosophe. Et il y a besoin de philosophes, il y a besoin de gens comme ça pour pouvoir avancer et vraiment avoir des nouveautés. Et ensuite, ils avaient des gars comme Chuck Thacker au-dessus, des vrais professionnels du hard, des gens comme Adele Goldberg, des vrais professionnels du soft, ou comme Charles Simonyi derrière, même s'il nous apprend du Word après, mais bon, c'est des gens qui ont vraiment apporté quelque chose. Alors pourquoi nous on ne le ferait pas?
Pourquoi on ne pourrait pas réussir à dire on trouve un moyen pour s'isoler, et ici, pourquoi pas le faire à Clermont-Ferrand? Je ne sais pas. On y va?